Le but, c'était de voir les facteurs humains, surtout d'une mission sur Mars, pendant un an. Le lieu était dans un endroit qui était gardé secret. 11 mètres de diamètre, c'est minuscule. C'est toujours la même chose, c'est les mêmes tâches, aux mêmes heures, le même endroit. On connaît très vite toutes les blagues de tout le monde, ce qui n'empêche pas certains de continuer à les raconter. Est-ce que vous avez le droit de sortir? Alors on n'a pas le droit de sortir à l'air libre. Ça pouvait totalement dégénérer. C'est devenu assez critique, ouais. Il y a eu des tensions entre certains équipiers. Okay. Ça peut être une manie que quelqu'un a de se faire craquer les doigts, Ouais. ou des tics de langage. Quelqu'un qui mâche. Ouais, quelqu'un qui mâche Fort. avec la bouche ouverte. Bon, ça va devenir insupportable d'un coup. Vous étiez à 2 doigts d'arrêter la mission. La personne responsable de la mission a quand même demandé au commandant s'il fallait continuer ou pas. Bonjour Cyprien, bienvenue dans mon incroyable histoire. Merci. Cyprien, tu as 25 ans quand tu accomplis ce que la plupart des mortels ne feront jamais. Pendant un an, tu vis enfermé dans un dôme d'à peine 11 mètres de diamètre à 2500 mètres d'altitude, sans contact avec le monde extérieur. 2 ans plus tard, tu pars en Antarctique, dans l'un des endroits les plus hostiles de la planète. Froid extrême, nuit continue et là encore, isolement total. Et tout ça, tu le fais pour la science. Mais revenons, si tu veux bien, en 2013. Que se passe-t-il donc dans ta vie pour que tu décides d'aller jouer les cobayes à l'autre bout du monde? En 2015, j'ai reçu un email qui était un appel à candidature pour une mission qui aurait lieu à Hawaï, sur le plus gros volcan de la planète, le Mauna Loa. Et l'idée, c'était que 6 personnes passeraient un an sur une petite base de recherche, sans communication en temps réel avec l'extérieur, et puis à vivre dans des conditions un peu comme si on était sur Mars. Moi, personnellement, je reçois ce mail, j'ai pas du tout envie d'y aller. Toi, t'es à fond. Oui, je sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense que c'était vraiment une envie d'y aller. Et une envie qui date de ton enfance, puisqu'en fait, dès l'enfance, t'as un projet déjà un peu fou. Quand j'étais enfant, je voulais être chercheur de vie sur d'autres planètes. Alors moi, ça me paraissait pas fou, je comprenais d'ailleurs pas qu'on ait envie de faire autre chose, mais on m'a dit que ça n'existait pas. Alors j'ai dit, tant pis, soyons réalistes, je vais être biologiste explorateur. Et donc j'ai fait des études de biologie, mais arrivé à la fin de mes études, en tout cas de la partie master, diplôme d'ingénieur, je me suis rendu compte qu'en fait ça existait. Alors en général on me disait plutôt astrobiologiste, mais c'était plus ou moins la même chose. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études à la NASA, dans la biologie spatiale, pour créer des biotechnologies en soutien aux missions spatiales. Donc comment faire de la nourriture, de l'oxygène et tout ça pour les astronautes, en utilisant des plantes et des microbes. Et ensuite, j'ai commencé une thèse qui visait à définir comment est-ce qu'on pourrait trouver de la vie sur Mars, s'il y en a eu. Et c'est là que j'ai reçu ce mail qui m'invitait à candidater à cette mission. Comment ça se fait que tu reçois un mail comme celui-là? Je me souviens plus exactement, mais ça devait être quelqu'un qui s'y tient. C'est le genre de truc que Cyprien aimerait faire. Ouais. Je pense que c'était ça. Il s'est dit, il est assez fou pour aller faire un truc pareil. Fou, je sais pas, mais c'est vrai que c'était le genre de situation dans laquelle j'aimais bien me retrouver. Tu vas pas comme ça du jour au lendemain. Ouais, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu des tests cognitifs, de mathématiques, de logique, langage, etc. Et l'étape qui m'a le plus marqué, c'était en fait une semaine, on a été déposé dans le Wyoming, dans le parc national de Grand Teton. Et on nous a donné donc des tentes, de la nourriture, des produits pour purifier l'eau, des cartes. Et on a eu 5 jours pour traverser le parc. Le chef de l'expédition changeait chaque jour. C'était pour mettre dans des conditions qui étaient un peu moins confortables, voir comment on travaillait ensemble. On était à 8 et sur les 8, il y en a 6 qui ont été sélectionnés. L'idée, c'est d'avoir des profils qui soient assez similaires aux astronautes. Donc tu as été sélectionné, tu as quelques jours pour te préparer à aller vivre dans un endroit minuscule pendant des mois et des mois. C'est combien de temps la mission? C'était un an. D'accord. 366 jours, parce que c'est une année bissextile. Ok. Quel est le but de la mission? Comment elle s'appelle d'ailleurs cette mission? HI-6-4. Ok. Le but, c'était de voir les facteurs humains, surtout d'une mission sur Mars, voir comment les gens se comportaient quand ils étaient confinés, toujours ensemble, avec très peu d'intimité, avec une charge de travail élevée, et puis un peu les conditions de vie d'une mission sur Mars. Tu ne doutes pas une seconde? Non, j'étais détendu. Je me souviens que c'était, j'avais l'impression que c'était une page qui se fermait, je rendais mon appartement, je partais. Pas d'appréhension? Non. Aller vivre enfermé, loin de tout? Non, je me disais, c'est un an, et puis voilà, au pire, ça se passe mal et ça sera intéressant.
Mais non, j'avais plutôt un bon sentiment. Le sentiment que ça se passerait bien. On est en 2015, tu arrives à l'aéroport. Vous avez tous à peu près le même âge. J'étais le plus jeune. Donc moi, j'avais 25 ans et ça allait jusqu'à 35. Quand vous arrivez tous là-bas, tu as des souvenirs de la première fois que tu vois ce lieu, à quoi ça ressemble? Donc le lieu était dans un endroit qui était gardé secret pour pas justement que la mission soit dérangée par des curieux. Donc on était sur les pentes du volcan Mauna Loa. C'est un paysage qui ressemble beaucoup à Mars. Donc on a de la roche volcanique rouge à perte de vue. Et là, il n'y a pas vraiment d'infrastructure. Alors, on voit au loin, sur un autre volcan, le Mauna Kea, un observatoire, il y a des télescopes, mais c'est à peu près la seule trace de civilisation qu'on voit. Et là, donc, il y a ce demi-ballon de foot posé sur les roches du volcan. Qui est ce dôme. Qui est ce dôme, oui. Tu te souviens de ton sentiment quand tu vois ce paysage, ce dôme, etc. Ouais, c'était très surréaliste de se dire, bah, bientôt tout ça, ça sera extrêmement familier. Et on verra rien d'autre pendant un an. Toujours pas peur? Non, non, non. Il y a vraiment une sorte d'excitation, de voilà, ça y est, on y est, et d'envie de commencer. Tout le monde nous souhaite bonne chance, etc. On rentre dans le dôme, on ferme la porte, et là d'un coup c'est silencieux. Et on regarde autour de nous, et on se regarde les uns les autres, et on sait que pendant un an, ça sera juste nous six, et ça sera juste ici. Et c'était très bizarre, ce calme d'un coup, et ça y est, ça a commencé, et on y est, quoi. 11 mètres de diamètre, hein, c'est ça? C'est minuscule. C'est pas très grand. C'était un dôme, donc il y avait une hauteur sous plafond qui était assez haute. Ouais. Mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas marcher plus de 10 mètres en ligne droite. On avait des compartiments individuels, des espèces de chambres de la taille d'un placard. Mais il y avait très peu d'isolation sonore. Ce qui fait qu'à n'importe quel moment, juste en écoutant, je pouvais savoir où était chaque équipier et ce qu'il ou elle faisait. Il y avait une promiscuité qui était très, très particulière. Pour moi notamment, j'ai besoin normalement d'être seul pour me recharger. Okay. Tu te rappelles de ta première nuit? Je me rappelle de ma première nuit, oui. T'as dormi? J'ai bien dormi, ouais. Le dôme, c'était une espèce de toile de tente épaisse. Et donc, il y avait un peu les sons qu'on a quand on dort sous une tente. Donc, quand il pleut, il y a cette espèce de résonance que j'aime beaucoup. On entend un peu le vent, etc. Moi, j'aimais... Bon, c'est pas très... ça ressemble pas tellement à Mars, de ce point de vue-là, mais c'est très apaisant. C'est vraiment ces sons de nature qui me rappelaient justement des nuits sous la tente. Qu'est-ce que vous mangez? Comment vous lavez? Enfin, quel est le quotidien là-dedans? On mangeait donc de la nourriture lyophilisée surtout. Parce que sur Mars, on ne peut pas tellement amener de produits frais, on ne pourrait pas tellement les conserver sur le long terme. Et donc on avait des œufs en poudre, du lait en poudre, des morceaux de jambon déshydratés, des brocolis déshydratés. Ça a l'air bon, hein. Moi j'étais un étudiant fauché à cette époque, donc c'était pas mal. De toute façon je mangeais des pâtes sinon. Mais là tu les cuisines ces trucs ou c'est... Ouais, on met de l'eau chaude et puis voilà, ça se réhydrate. Et puis avec un peu de créativité, on arrivait à faire des choses un peu correctes. Par exemple, pour Thanksgiving, qui était une fête très importante puisqu'on avait 4 Américains, un de mes coéquipiers a pris des cubes de dinde déshydratés. Les a réhydratés, puis il a façonné une espèce de dinde rôtie. Moi j'ai trouvé ça très bien, j'ai voulu améliorer le concept quelques jours après. Je ne sais pas si vous avez ce problème quand on fait un poulet rôti en famille. En tout cas dans la mienne, on est toujours au moins 4 à vouloir la cuisse. Et du coup, j'ai fait une invention que j'ai trouvée révolutionnaire à ce moment-là. J'ai fait un poulet à 6 pattes. Oh! Et du coup, tout le monde a une cuisse. Voilà. Donc un vrai poulet martien, quoi. Ouais, voilà. Et moi, je trouvais ça très bien, les autres un peu moins. J'ai essayé de faire une quiche aussi. Alors, c'est pas très bien passé. La première fois, en fait, je me suis dit, bon, ok, il y a des œufs en poudre, du lait en poudre, de la crème fraîche en poudre, etc. Et donc j'ai calculé, ok, donc j'ai tant de grammes de tant de trucs, machin, voilà. Ok, donc il faut à peu près tant d'eau pour tout ça. J'ai fait une erreur de calcul. Et ce qui fait qu'après 1h30, la quiche était encore liquide. Mes coéquipiers commençaient à avoir faim, je regardais dans le four, comment je vais m'en sortir. Puis à la fin, j'ai dit, voilà, c'est une luiche, c'est une version un peu liquide de la quiche. On m'a pas cru, mon honneur de français a été blessé, j'ai refait une quiche, mais cette fois, j'ai confondu la crème fraîche avec le sucre glace. Ah! Ce qui paraît un peu idiot, mais elles ont vraiment le même aspect, la crème fraîche en poudre et le sucre glace, ce qui fait que la quiche était sucrée, immangeable,
J'ai essayé, hein, j'ai dit non, mais c'est normal, bon, j'ai pas réussi. Et en fait, à la troisième tentative, quand la quiche est sortie du four, mes coéquipiers s'étaient fait des pâtes. Ce qui est assez vexant parce que jusque-là, étant français, venant de la région parisienne, j'avais un peu cette... Enfin, c'est moi qui disais si la nourriture était bonne ou pas, puis les autres regardaient ma réaction, et puis ils disaient oui, c'est très bon. J'ai un peu perdu ce statut-là, en fait, au fur et à mesure. On faisait aussi du yaourt, du pain, des choses comme ça, parce qu'on avait amené quelques microbes avec nous. Et donc on arrivait à faire fermenter quelques produits. Ah, c'était des espèces de laitue que je faisais pousser dans un système hydroponique grand comme ça, avec des cyanobactéries. Voilà, c'est du bricolage à l'époque. Et tu l'as mangé, cette laitue? Oui, on l'a mangé. Oui. Ouais, d'ailleurs, c'était très bien. Après des mois sans nourriture fraîche, on avait une feuille de laitue par personne. J'avais fait pousser aussi des tomates cerises. Bon, c'est une grande occasion, parce que c'est de la nourriture fraîche. On avait appelé ça le grand jour de la tomate, en français. Et on avait mis nos plus beaux habits, ce qui était le polo froissé qu'on avait retrouvé au fond d'une valise. On avait fait une belle table avec des assiettes, avec des espèces de copeaux de basilic, et puis une tomate cerise par personne. Magnifique. Magnifique. Le grand jour. Le grand jour de la tomate. Voilà, ce qui en français, pour les Américains, faisait très classe. Ah oui. On a fait du vin aussi avec des raisins secs. Du vin avec des raisins secs? Oui, on a fait fermenter des raisins secs. C'était sans doute pas un grand cru, mais après quelques mois dans la mission, pour le Nouvel An, on l'a sorti. Bon, alors, on était ivres très vite puisqu'on n'avait rien bu depuis des mois. C'était drôle? C'était drôle, ouais. Bonne soirée? Une bonne soirée, ouais. Alors vous mangez, vous dormez, comment vous lavez? Alors on avait très peu d'eau. Et donc on prenait à peu près 2 douches d'une trentaine de secondes par semaine. And the shower, the timer. The timer. So. Don't take a 20-minute shower, please. Yeah, no. Our showers are like on the order of 30 seconds to 2 minutes. Et on récupérait l'eau de la douche avec des bacs et on s'en servait pour laver le sol. Ok. Dans les bons jours. Après, parfois, quand on voyait qu'on était un peu à court d'eau, parce qu'on a eu quelques problèmes avec le système d'alimentation en eau, simplement on prenait une serviette humide et on se lavait. D'accord. On se lavait avec. L'eau vient d'où? Elle était stockée dans des containers à l'extérieur. D'accord. Comme ce serait le cas sur Mars. Ouais. Hey! Hey! It's our astrobiologist. How was the beach? It was cool. It was warm. Yeah. Vous avez eu quelques problèmes techniques et par exemple une pénurie d'eau potable? Oui, on a eu un problème avec l'eau. On n'avait plus d'eau simplement, ce qui est dommage. Mais il y avait un vieux container qui était là depuis des années dehors. À l'intérieur, il y avait des algues, il y avait plein de trucs qui flottaient, mais on n'avait pas vraiment le choix. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré de l'eau de ce container. On a pris une caisse en plastique. On a mis une plaque chauffante, parce qu'on avait des plaques chauffantes pour cuisiner. On a mis l'eau dans une espèce de grosse casserole. On a fait chauffer, et en fait, donc l'eau s'évaporait. On l'a récupérée sur un film plastique, qui ensuite s'égouttait dans des pots. Et comme ça, on a pu continuer à utiliser l'eau pour boire et cuisiner, jusqu'à ce que le problème de l'approvisionnement soit résolu. Est-ce que vous avez le droit de sortir? Alors, on n'a pas le droit de sortir à l'air libre. Par contre, une fois ou deux par semaine, on avait donc ces sorties extravéhiculaires. Il fallait la veille faire des plans détaillés, c'est-à-dire où on irait, envoyer les coordonnées GPS des endroits qu'on visiterait, ce qu'on ferait, quel matériel on amènerait, etc. Et il fallait une bonne raison d'y aller, quoi. C'était par exemple des recherches en géologie. Quand on sortait, donc il y avait une espèce de sas. Comme un sas de décompression? C'est ça, parce que sur Mars, comme la pression est très basse à l'extérieur, il faut entrer dans ce sas, on ferme les deux portes, on enlève la majorité de l'atmosphère, et comme ça on peut ouvrir et sortir. C'est quoi vos combinaisons? Alors on avait un système de refroidissement, une espèce de gilet avec de l'eau qui passait, on avait des simulateurs de combinaisons, quoi. Donc ça ressemblait vraiment aux combinaisons qu'on peut avoir sur l'ISS. On n'avait pas vraiment le sentiment d'être à l'air libre, déjà parce que la combinaison était lourde, et puis on était isolés dedans, quoi. Ces sorties, c'est une fois toutes les 2 semaines, t'as dit? Une fois par semaine? 2 fois par semaine, oui. Et dans un rayon d'1 kilomètre autour du dôme, donc seulement sur les champs de lave. Ok. Ou même sous les champs de lave, parce qu'il y a ce qu'on appelle des tunnels de lave. En fait, c'est des structures souterraines qui peuvent être très très longues. Donc on y entre par des espèces de trous dans le sol. Et une fois qu'on s'est éloigné de l'ouverture, en fait, on voit plus rien. On a juste des petites lampes de poche, et on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Parfois, il y a des salles énormes. Parfois, ça se rétrécit, et puis il faut ramper, ce qui est assez compliqué avec les combinaisons, sur quelques mètres,
avant d'arriver dans une autre salle. On avait des roches avec des couleurs et des formes qui étaient extraordinaires. Parfois, on trouvait des squelettes aussi, parce qu'il y a des espèces de chèvres qui vivent dans ces montagnes, et parfois, certains n'ont jamais été explorés. On y allait d'ailleurs pour les cartographier. Et donc, bah, voilà, à la lumière de notre lampe de poche, on allait trouver un squelette qui était là depuis très longtemps. Et c'était très étrange. C'était pas très martien, même s'il y a des tunnels de lave sur Mars. Mais c'était vraiment une atmosphère bizarre, quoi. Comment vous occupez vos journées la plupart du temps? Il y avait la recherche, parce que bon, on avait tous nos projets de recherche qu'on avait proposés et amenés avec nous. Toi, en l'occurrence, c'est quoi? Moi, c'était en gros des systèmes avec ce qu'on appelle des cyanobactéries, donc des bactéries vertes qui font de la photosynthèse comme les plantes, qu'on pourrait a priori faire pousser à partir de ressources martiennes. Donc en les alimentant avec des gaz de l'atmosphère et puis des roches martiennes, on pourrait les faire pousser et ensuite les utiliser pour faire pousser des plantes et d'autres microbes qui pourraient faire de la nourriture, des médicaments, des biomatériaux, des produits chimiques, etc. Et ça a d'ailleurs bien marché et plus tard j'ai créé un groupe de recherche justement qui est spécialisé là-dedans. Mais il y a aussi quand même la recherche de la NASA, quoi, c'est Ouais, ça? c'est ça. Donc il y avait surtout la recherche pour laquelle on était sujet d'étude. On avait par exemple des capteurs autour de nos poignets, autour du cou, autour de la cage thoracique. En permanence? En permanence. Alors certains pouvaient être enlevés la nuit, mais ces capteurs, ils documentaient notre rythme cardiaque, notre activité physique, notre sommeil, et même nos interactions. C'est-à-dire qu'on avait ces capteurs autour du cou, on appelait ça des badges sociométriques, et ils pouvaient voir à qui on parlait, à quelle distance on était les uns les autres, et comment notre corps réagissait. Par exemple, est-ce que quand je parle à telle personne, j'ai tendance à hausser le ton? Est-ce que mon cœur accélère? Est-ce que je suis très proche de cette personne? Et comme ça permet pendant toute l'année de voir vraiment comment les gens interagissent. Today's cooking shift belongs to the best cook in the Hab, the commander, and her capable sidekick. Sous chef. On donnait des échantillons d'urine, de salive ou de cheveux pour ensuite quantifier les hormones de stress et voir si certaines tâches nous stressaient ou dans l'ensemble comment notre niveau de stress changeait avec le temps. Et alors, certaines tâches te stressaient? Dans l'ensemble, voilà, le niveau de stress changeait, notamment ce qu'on appelle le troisième quart de la mission. Donc c'est entre le milieu de la mission et le troisième quart. C'est connu dans les missions, qu'elles soient spatiales ou en sous-marin ou autres, d'être le moment le plus difficile. Pourquoi? Pendant cette période-là, souvent les gens sont plus fatigués, plus irritables. C'était ton cas? C'était le cas pour notre mission, ouais. Mais toi, personnellement? Moi, personnellement aussi, je pense, ouais. Ouais? Ouais, c'était le... Bon, quoi, plus irritable, plus fatigué? Ouais, il y avait plus de tension dans l'équipage, on était plus fatigués, on sentait plus la monotonie. Oui, la monotonie, parce que, à part ces sorties hebdomadaires, c'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours la même chose, c'est les mêmes tâches, aux mêmes heures, le même endroit. À l'extérieur, ça change pas parce qu'on est à l'équateur, donc il n'y a pas de saison, puis il n'y a pas de plantes. On connaît très vite toutes les blagues de tout le monde, ce qui n'empêche pas certains de continuer à les raconter, ce qui peut créer parfois un peu de lassitude. Donc ça arrive entre 6 et 9 mois, ouais. Ok. Et après, certains le sentaient plus que d'autres. Moi, j'écrivais, ce qui m'aidait beaucoup, j'apprenais un peu des langues. J'avais mes projets de recherche qui me motivaient beaucoup. J'avais des livres aussi, ce qui m'aidait énormément, le sport. Mais pour certains équipiers, c'était plus compliqué parce que leur travail était moins prenant, parce qu'ils lisaient pas forcément beaucoup, parce qu'ils faisaient moins de sport et ils n'avaient pas forcément les mécanismes qui les aident à tenir dans la vie normale. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Il y a eu des tensions entre certains équipiers. Moi, j'ai eu la chance de bien m'entendre avec chacun des équipiers, mais ce n'était pas le cas de chaque paire de personnes. Et en fait, comme on ne peut pas s'isoler, Do you want to show us the biolab in a little bit? I think Chris right there. Okay. on y est exposé en permanence. On ne peut pas aller faire un tour pour changer les idées, on ne peut pas appeler un ami. Quoi qu'il arrive, on doit continuer à vivre et travailler ensemble. Et donc pour certaines personnes, ça enfle en fait. Et ça se manifeste comment? Ils ont des tensions, des engueulades. Des engueulades? Certains étaient aussi, ont vu leur santé affectée parce que c'est en permanence, quoi. Il y a toujours l'autre en fait. Certains équipiers, une personne en particulier, ont tendance à s'isoler dans leur compartiment individuel, That's right. pouvoir passer beaucoup de temps dans leur lit, ne sortir que quand c'était nécessaire.
Ah ouais, une espèce d'état dépressif, Ouais, un repli. beaucoup affecté certains équipiers. Et ça a laissé des marques psychologiques assez profondes, même après la mission. Ah ouais? C'est-à-dire? C'est-à-dire des gens qui ont dû être suivis ensuite pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années? Ouais, pour les aider à se remettre de cette année-là. Comme un traumatisme qu'il a fallu gérer par la suite. Oui. Parce que quoi, la pression est tellement montée, là. Ouais, l'exposition permanente à quelqu'un qu'on supporte difficilement. Comme une forme de harcèlement auquel on ne peut pas échapper. Comme on y est exposé en permanence, ça y ressemble beaucoup. Ouais. Tu as essayé, toi, d'intervenir. Oui. C'était une tension entre deux personnes, essentiellement. Plus que ça, j'ai entre peut-être 2 groupes de 2 personnes et puis plus entre certaines. 2 groupes de 2 personnes fait 4, vous êtes 6. Donc... Ouais, donc ça impliquait une grosse partie de l'équipage. Il y a quand même 4 personnes qui ne s'entendent pas dans un espace de 11 mètres. Wow. On a réussi quand même à gérer la situation, voilà, avec de la médiation, avec de la discussion. Mais c'est vrai que ça a beaucoup pesé sur certains équipiers. Cool. All right. Can we go into the teleporter? I know we've got bots. Yeah, if they're not here for a couple hours, it's messy. Okay. But All right. C'est extrêmement confiné, l'enfer c'est les autres, tu te retrouves effectivement au milieu du conflit, de la tension permanente. En fait, on appelle ça les micro-stimuli dans ce contexte. Ça peut être une manie que quelqu'un a de se faire craquer les doigts, ou des tics de langage, ou de laisser traîner ses chaussettes, des trucs vraiment qui... Quelqu'un qui mâche. Ouais, quelqu'un qui mâche Fort. avec la bouche ouverte. Des choses qui, dans la vie de tous les jours, on le remarquerait à peine, mais qui, à force d'y être exposé en permanence, et dans des conditions qui peuvent être un peu stressantes, même parfois, ça va faire sortir quelqu'un de ses gonds. Ça va devenir insupportable d'un coup. Comment tu fais, toi, pour pas être... absolument énervé par cette personne qui mâche la bouche ouverte ou qui se fait craquer les doigts de pied. Peut-être que c'est le fait que j'ai un frère et une sœur qui m'ont appris la tolérance. Il y a une question aussi de compatibilité avec les autres. Puis il y a des dynamiques de groupe qui se mettent en place, qui sont difficiles à prévoir. Et peut-être qu'avec un équipage différent, c'est moi qui aurais été impliqué dans ces conflits. Je pense que de façon générale, j'ai tendance à bien m'entendre avec les gens. C'est vrai que t'es sympa. Merci. Maintenant, je vis pas avec toi en permanence. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit que ces conflits-là, ça pouvait totalement dégénérer? Il y a une période où, oui, c'est devenu assez critique. Assez critique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne responsable de la mission a quand même demandé au commandant s'il fallait continuer ou pas. Ah ouais? Vous étiez à 2 doigts d'arrêter la mission. On avait le droit de partir, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas nous forcer à rester. Mais je crois qu'on avait tous intégré le fait que c'était pas une option. Dans notre esprit, c'était pas possible. On était là et quoi qu'il arrive, on sera là jusqu'à la fin. Comment c'est étudié ça? Vous n'êtes pas enregistré en permanence? Il y a des questionnaires, 2 ou 3 fois par jour. On avait donc des tablettes numériques et puis on répondait à des questions. On avait aussi des tests cognitifs. Je crois que c'était toutes les 2 semaines. On devait résoudre des problèmes de logique, de mathématiques, de langage. Il y avait une batterie de tests comme ça pour voir comment on changeait intellectuellement. Après, il y a des tâches plus complexes où on devait collaborer pour résoudre des problèmes ensemble. Donc là, il y avait différentes façons de nous évaluer. Le rythme cardiaque, le retour qu'on faisait nous-mêmes en répondant à certaines questions. C'est pas évalué en direct, c'est pas le loft. Non. Où vous êtes filmé en permanence. Alors, il y avait des caméras quand même. Ah, il y a des caméras. Mais elle était là plus à la base pour une étude sur l'alimentation, voir comment on mangeait. D'accord. À ma connaissance, qu'elles n'ont pas été utilisées pour voir les conflits dans l'équipage. Est-ce que tu fais des petites croix pour compter les jours, ou des petits bâtons comme en prison? Non. Je pense qu'il ne faut surtout pas faire ça. Il faut surtout pas compter. Si on se met à compter les jours vont paraître beaucoup plus longs. Ouais. On avait quand même des célébrations, le milieu de la mission, le 3e quart, etc. Ouais. C'est important d'ailleurs de marquer ces moments-là parce que sinon le temps s'écoule pas. Parce qu'on est toujours au même endroit, toujours avec les mêmes personnes et donc les souvenirs se mélangent. Et c'est important parfois d'avoir des choses comme le grand jour de la tomate ou la fête du milieu de la mission pour marquer le temps qui passe. T'as pas vu tes proches depuis 1 an, Ouais. T'as pu les avoir au téléphone, Non, communication directe. Il y avait seulement ces messages avec un délai de 20 minutes à l'envoi et la réception. Des messages écrits, Oui. comme des mails quoi. Oui.
T'en as régulièrement de ces messages? Tes proches, donc ta famille, tes amis? Quelques amis et puis ma famille, ouais. Manque? Oui, j'ai quand même hâte de les retrouver. Et puis alors vient le temps où on arrive à la fin de la mission. Oui. Là, il y a de l'impatience, j'imagine, c'est dans les derniers jours. Oui, il y a de l'impatience dans les semaines qui mènent, et puis le dernier jour, il y a un peu déjà de nostalgie. C'est-à-dire que la mission n'est pas terminée, mais des gens regrettent un peu le calme, les autres. C'est un peu comme dans un très long voyage en voiture. Enfin, en tout cas, je me souviens quand j'étais enfant, on avait hâte que ça se termine, et puis dans les derniers kilomètres, on était quand même bien bercé par le mouvement de la voiture. Et le dernier jour arrive, et on entend des crissements dehors, des gens qui marchent sur la roche, et puis on entend des bruits de voix qui sont pas les nôtres. Et c'est très très étrange. Et puis on a... C'est étrange parce que ça fait un an que t'as pas... Ça fait un an qu'on n'a entendu personne d'autre. Ouais. Et Vous saviez précisément... on savait précisément quand ils arriveraient. Ok. Mais c'était vraiment très étrange d'entendre des gens dehors. Et puis on attendait quand même l'heure officielle de sortie. Et puis à un moment, on nous a dit, bah sortez. On est sortis, puis d'un coup, il y avait, comme je disais, une impression de clarté, et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que, pour la première fois depuis un an, on pouvait voir à plus de 10 mètres, sans qu'il y ait de couches de plastique devant nos yeux. Et puis on était à l'air libre, quoi. Et puis on sentait vraiment l'air un peu moite de ce jour-là, et c'était une sensation très très physique. C'est vraiment presque comme si on avait sauté dans l'eau, quoi, cette sensation d'air qui circulait autour de nous. Agréable? Oui, on était presque euphorique. Et puis, alors le ciel était complètement couvert. Il y avait des nuages, on voyait pas de ciel, mais on a quand même brûlé très très vite. On avait la peau qui pelait parce qu'on n'avait pas été exposé au soleil depuis un an. On a tous été malades aussi parce que, pareil, on avait vu très peu de nouveaux microbes depuis un an, donc nos systèmes immunitaires ne savaient plus comment le gérer. Puis il y avait surtout des gens quoi, qui n'étaient pas nous six. Et il y avait évidemment des journalistes qui nous posaient des questions, et puis moi j'avais envie de leur demander « Et vous, racontez-moi votre année, qu'est-ce qui s'est passé, comment ?» Donc c'était assez drôle. On nous amenait de la nourriture fraîche aussi. Ça a été quoi ton premier repas? C'était une tranche d'ananas ou quelque chose comme ça. Bizarrement, c'est pas quelque chose qui m'avait tellement manqué en fait, la nourriture fraîche. Ah non? Non, alors évidemment c'était agréable, mais je sais que certains de mes coéquipiers rêvaient de ce moment où on pourrait manger un steak, un fruit. Ouais. Moi, c'était pas tellement mon truc. Moi, c'était plus vraiment être à l'air libre, parler à des gens, acheter un ukulélé. Avec un de mes coéquipiers, on s'était cotisé pour acheter un ukulélé à 20 €, mais qui vraiment était complètement, c'est plus pour de la décoration, quoi. Et je me suis quand même mis pendant l'année à jouer du ukulélé. Et je me suis dit, quand je sortirai, je m'achèterai un vrai ukulélé. Après, on a été isolés dans un ranch pendant un moment pour logiquement faire une transition, mais aussi pour que la NASA puisse avoir nos retours avant qu'on ait été réexposé vraiment au monde extérieur. Tu as retrouvé une vie normale rapidement, ou ça a mis du temps avant de redescendre de cette expérience de dingue? Ça a mis un peu de temps quand même. T'avais pas de problème particulier à reprendre une vie Non, pas tellement. Je suis resté à Hawaï pendant 2 semaines. J'aimais beaucoup en fait la vie après, parce que revoir mes proches, pouvoir rentrer dans une librairie et choisir un nouveau livre, tout ça, j'en profitais plus qu'avant la mission. Donc tu t'es pas dit je vais arrêter là, c'était bien un an, c'était une expérience incroyable. Moi j'ai beaucoup aimé cette année-là, et puis ça m'a apporté énormément. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Par exemple, je me suis remis à l'écriture. Pendant la mission, on m'a demandé d'écrire des articles, un blog, etc. Et puis finalement un livre. J'ai recommencé à écrire quotidiennement, et c'est vrai que quelque chose qui, en fait, pendant mes études scientifiques, j'avais un peu laissé de côté. Et puis ensuite, à partir de ce moment-là, j'ai plus arrêté. Rien que pour ça, pour avoir repris cette habitude, ça en aurait valu la peine. Ça t'a appris sur toi, personnellement? J'ai appris que je pouvais vivre en permanence entouré d'autres personnes et en permanence en intérieur. Hey! Donc cette expérience, tu l'as appréciée, elle t'a apporté beaucoup, mais elle ne va pas te suffire. Tu vas repartir assez vite en 2018, donc 2 ans après cette mission, et cette fois-ci en Antarctique. Donc on change complètement de décor. C'est plus la NASA non plus. Mais avant de partir, il y a un entraînement. Ouais, une sélection et un entraînement. Donc on nous emmène sur le lac de Brasimone en Zodiac.
pensais que c'était pour nous apprendre à conduire le bateau. Sauf qu'arrivé au milieu du lac, un des instructeurs, qui était un militaire, attrape le médecin de l'équipage, qui était un type assez... C'est balèze. Donc l'instructeur l'attrape par les épaules et le jette dans l'eau. Et il me regarde, il dit « sauve-le ». Et donc voilà, moi j'essaie voilà, d'attraper le médecin, de le ramener sur le bateau. Comment tu l'as sauvé? T'as plongé? En gros, je l'ai attrapé par une chaussure et puis je l'ai ramené. Puis après, j'ai mis donc les bras sous les aisselles, un genou sur le bord du Zodiac et je l'ai tiré comme un poisson énorme. Voilà, je me suis écroulé dans le Zodiac avec le médecin par-dessus, mais il était sauvé. Ensuite, on nous ramène. Un autre test, on nous a emmenés dans une espèce de tunnel en forme de U, avec des rigoles tout le long des parois, qui étaient remplies d'un liquide inflammable. Ils ont mis le feu, donc ça faisait un tunnel de flammes. On nous a donné une couverture ignifugée, et puis il fallait traverser le tunnel en forme de U. Ils s'amusent bien les scientifiques en fait. C'est pas toujours aussi drôle, mais là c'était sympa. Ouais. Non, ouais, c'est quand même assez inventif quoi. Puis il y a des moyens. Il y a des moyens, ouais. Et puis donc après, il y a d'autres tests, donc éteindre des feux avec des extincteurs, des lances-incendies. Il y avait un test que j'ai bien aimé aussi. On nous a amenés dans une espèce de grand hangar avec des différentes salles délimitées par des parois en métal. Puis on m'emmène à l'intérieur, on dit bah viens, tu vas dans cette salle, il y a un interrupteur, il faudra que tu l'éteignes. Après, tu sors par la fenêtre, ok. Après tu re-rentres, tu vas à telle salle. En gros, tu rentres dans le conduit jusqu'à ce que tu sois à l'extérieur, ok. Tu re-rentres, il y a une trappe au plafond, tu l'escalades, tu descends en rappel du toit. Bon bah d'accord, bon, ça n'a pas l'air très compliqué. On attend un peu, il dit bah voilà, c'est à ton tour, vas-y. Et en fait, j'ouvre la porte du hangar. Il y avait tellement de fumée que je pouvais pas voir ma main si je tendais le bras. Il t'avait pas dit qu'il y aurait de la fumée. C'est ça. Et en fait, donc, il fallait que je me rappelle en fait, d'où était l'interrupteur, dans quelle salle était le truc. Et quand j'ai rampé dans le conduit d'aération, il y avait des militaires qui tapaient sur le conduit à l'extérieur, qui hurlaient, qui m'insultaient. Et en fait, c'était pour voir comment on réagit dans des conditions un peu stressantes. Ton sang-froid, de vérifier que tu en as. Est-ce que ces épreuves sont éliminatoires? C'est-à-dire si tu te rates, cette épreuve du feu, là, c'est fini? Alors c'est pas sur une épreuve que ça se joue, mais c'est sur l'ensemble. On est observé en permanence. Et les psychologues et les militaires qui nous regardent font un rapport. Donc on t'a fait un shake-up complet? Shake-up complet, et puis une partie assez drôle avec une psychologue qui, dès que j'arrive dans son bureau, me dit « Assieds-toi ». Donc je m'assois, donc sur la chaise, en fait, elle dit « Non mais t'es trop près, donne-moi de l'espace, j'arrive pas à respirer ». Puis elle me fait reculer jusqu'à l'autre bout de la pièce. Puis elle dit « Bon, pourquoi tu veux aller en Antarctique? T'as cru que t'allais trouver Dieu, le sens de la vie, je sais quelle connerie ?» J'avais rempli avant des questionnaires, et puis elle me fait « Tiens, t'es pas heureux dans ta vie ?» Si. Alors pourquoi t'as pas répondu à la question? Puis elle me jette la feuille et un stylo en me disant d'y répondre. Puis oui alors, t'as une copine? Tu sais que t'auras pas posé le pied sur la glace, elle t'aura déjà trompé? Ah ouais? Et puis ça a duré comme ça pendant un long moment. Mais toi, tu comprends que c'est un test? J'ai compris que c'était un test, c'était évident, puis ça me faisait rire. Mais j'ai su après que certains candidats n'avaient pas compris. Ça m'a assez surpris d'ailleurs, quelqu'un que j'ai vu plus tard, qui finalement n'a pas été sélectionné. Il me dit « Ah mais toi aussi, t'as vu cette psychologue là? T'inquiète pas, moi je l'ai remise à sa place. » Qu'est-ce qu'elle cherche à... J'ai à voir comment je réagissais quand j'étais un peu attaqué, s'il y avait un conflit qui commençait à avoir lieu. Donc t'as réussi toutes les épreuves? Oui. T'es un super-héros? Non, mais il faudrait être un super-héros, mais c'est voilà. Non, mais... Il s'agit de montrer qu'on a le profil qui correspond à cette mission-là, qui n'est pas forcément le même profil. Ouais. Vous êtes combien de candidats? Des centaines. Des centaines. Mais tous n'arrivent pas à ce stade-là. C'est incroyable tous ces tests. Donc tout ça sur une période de quelques jours, quelques semaines? C'était sur quelques jours. À la fin de ces 5 jours, on est parti sur un glacier du massif du Mont Blanc. À 3 km, 3 km et demi d'altitude. Et là, on a campé sur la glace, dans des tentes, pendant 5 jours. Donc toujours observer pour voir comment on se comportait dans des conditions un peu moins confortables.
Donc en fait, non seulement tu es sélectionné, mais tu es choisi pour être le chef de base, ce qui est quand même un poste ultra important parce que tu vas diriger toute l'équipe sur place. Ouais. Je m'y attendais pas non plus parce que j'avais 27 ans, donc j'étais un des plus jeunes, ce qui est un pari assez risqué. Mais je me suis dit que ça donnerait une autre dimension aussi à la mission, que j'apprendrais plus que si je l'avais pas été. T'es mieux payé que les autres? Non. Non? Non, Ah, t'as plus de responsabilités, plus de travail, mais c'est le même salaire. C'est quoi le revenu C'est mieux payé qu'un chercheur classique parce que justement il y a le risque et puis encore une fois le fait de ne pas avoir à payer la nourriture et le loyer. C'est confidentiel, on peut pas en parler. C'est pas confidentiel mais je me souviens honnêtement plus du chiffre. T'es pas intéressé par l'argent. C'est pas ce qui... En fait au départ moi je pensais que j'allais pas être payé. C'est-à-dire quand j'ai candidaté, moi je proposais d'y aller Gratos. d'y aller gratuitement. Ouais. Mais j'y serais allé aussi sans salaire. Comme j'avais rendu mon appartement et que j'avais pas de frais en fait, j'ai quand même pu mettre de l'argent de côté. Mais c'était pas du tout la motivation. Oui, de toute évidence, on part pas en mission là-bas au bout du monde pour des raisons financières, quoi. C'est pas ce qui peut motiver. Je pense que ça peut être une motivation, Ouais. mais je pense que l'hiver est difficile à supporter si c'est la raison pour laquelle on y va. Et tu pars pour 1 an en Antarctique. Ouais, le 2 janvier 2018. T'es heureux, t'es content, Ouais. tu n'as peur de rien. Je suis heureux d'y aller. Aucun doute sur ton choix. Non. Tu pars en mission pour qui? Alors, Concordia, c'est une base qui est gérée par les instituts polaires français et italiens, l'IPEV et le PNRA. Et Concordia, c'est quoi? C'est une base qui est donc sur le plateau antarctique, qui est le plus grand désert de la planète. Elle est à 1000 km de la côte. Et en fait, tout autour, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une plante, pas un animal, il y a juste de la neige à perte de vue dans toutes les directions. Et même sous nos pieds, il y a 3 km de glace avant d'atteindre un socle rocheux. De là, je suis monté dans un brise-glace, l'Astrolabe. De l'Astrolabe, je suis allé jusqu'à la côte antarctique. De là, on nous a déposé en hélicoptère sur la côte. On a pris un petit avion qui nous a amené jusqu'à Concordia, qui est à 1000 km de la côte. Et à cause de différents incidents météo, techniques, etc., ça a pris à peu près 3 semaines. Tu peux pas être plus isolé que ça, non? Non, c'est difficile. D'ailleurs, je me souviens pendant le petit avion qui s'appelle un Twin Otter qui nous a amené de la côte antarctique à Concordia. Dès qu'on s'est éloigné de la côte, en fait, il n'y avait plus que 2 couches. Il y avait le blanc de la glace et le bleu du ciel. Et on n'a rien vu pendant 4 ou 5 heures, jusqu'à ce qu'on voit au loin quelques petits points sur le blanc qui ont commencé à grossir. C'était la base Concordia. On a quand même réalisé à quel point on serait isolé pendant l'hiver. Et alors? Quelques appréhensions à ce moment-là, quand même. On a l'impression d'arriver sur une autre planète. Tout est blanc, il y a ces 2 tours de 3 étages reliés par une espèce de couloir suspendu. Il y a une tour calme Et une tour bruyante. et une tour bruyante. C'est étonnant, ça. La tour bruyante, c'est là où il y a la salle des machines, le réfectoire, la salle de musculation. Là où les gens aussi viennent pendant leur temps libre, regarder un film, lire un livre, discuter. Et la tour calme, c'est là où il y a le module d'hôpital, les chambres. Et les laboratoires. Pour justement qu'on puisse dormir et travailler sans que ça soit trop bruyant. Il y a combien de personnes là sur cette base? Alors, au moment où je suis arrivé, il devait y avoir une 50aine de personnes. Des scientifiques de toutes les nationalités. Alors, surtout français et italiens.
Parce que c'est une base franco-italienne. Et puis des techniciens, il n'y a pas que des scientifiques. Il y a des gens qui sont là pour faire en sorte que le chauffage ne tombe pas en panne, pour réparer la plomberie, pour construire de nouvelles structures. Et c'est assez fatigant en fait, parce que la base est pleine, il y a voilà, beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, jusqu'au dernier avion de la saison, qui est en février. Et puis pendant les 9 prochains mois, on sera à 13 et isolé. Donc tu vas revivre finalement une espèce de confinement, pas exactement dans les mêmes conditions, mais à 13 pendant 9 mois. Il peut faire jusqu'en dessous de moins 80 degrés Celsius et avec le vent en dessous de moins 100 degrés ressenti. Tu es couvert absolument partout, hein, c'est ça, tu n'as pas un centimètre carré de peau qui est à l'air libre. Oui, c'est ça, on a des grosses combinaisons, des grosses bottes qui font un peu voilà, Apollo, quoi, atterrissage sur la Lune. On a plusieurs couches de gants, on a des espèces de bonnets, balaclava, masques, un peu comme les masques de ski en été et la même version transparente en hiver. Des gants électriques. On avait des gants électriques. C'est quoi des gants électriques? Des gants chauffants? Des gants, espèce de gants très fins avec une résistance on appuie sur un bouton et ça chauffe. On ne les mettait pas tout le temps parce qu'il y avait souvent des problèmes et ça brûlait. Après par-dessus on mettait des sous-gants, par-dessus des gants, par-dessus des grosses moufles et puis on avait aussi des chaufferettes chimiques, une espèce de poudre qui chauffe au contact de l'air. Et donc voilà, on était un peu bonhomme Michelin quand on sortait sur le terrain. Si tu mettais pas toute cette combinaison, tout cet attirail, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs choses. Aux extrémités, on gèle. Alors malgré l'attirail, j'avais souvent les doigts de pied et les doigts qui gelaient. Ça fait mal, ça? Ça fait mal sur le moment. On sent d'abord le froid, puis on commence à avoir le sentiment d'avoir des aiguilles. Un peu comme si on nous enfonçait des aiguilles, mais depuis l'intérieur vers l'extérieur. Oh. Et puis d'un coup, on sent plus rien. Et ton doigt, alors ça veut dire que tu l'as mordu? Oui, mais je sentais pas. Mordu au sang, sans t'en rendre compte. L'important, c'est que ça dure pas trop longtemps. En fait, les gens qui perdent des doigts à cause des gelures, c'est parce qu'ils sont restés gelés longtemps. Donc ça peut être quelqu'un qui dort dehors par moins 5 degrés, va perdre son doigt, alors que quelqu'un qui gèle son doigt à moins 80, pendant 1 heure, il n'y a pas de séquelles dramatiques, quoi. Si on a une gelure, tant qu'on la réchauffe assez vite après, il n'y a en général pas de séquelles graves. Tu as fait des expériences culinaires assez impressionnantes dehors. En fait, quand on dit qu'il fait moins 80 degrés, les gens ont du mal à réaliser ce que c'est. Donc avec une coéquipière, Carmen, on a donc fait ces photos où par exemple on prenait un plat de spaghettis avec une fourchette, on lâchait la fourchette, et puis on prenait une photo de la fourchette en suspension au-dessus des pâtes. C'était très rapide. C'est-à-dire on la tenait, et puis on la lâchait et elle restait, quoi. On a fait ça aussi avec des œufs, donc on cassait et puis qu'on lâchait comme ça. Ils atteignent la casserole et puis ils gèlent dans cette position, quoi, avec les coquilles encore en suspension. Alors tu fais ça pour t'amuser ou Au départ c'était pour s'amuser, et puis j'ai envoyé donc, une photo à mon père, à qui j'ai envoyé parfois des photos. Lui il a posté sur son profil Facebook, et en fait ça a commencé à prendre de l'ampleur extrêmement vite. Dans le monde entier? Oui, on m'envoyait parfois des photos de journaux dans des langues que je reconnaissais même pas, avec en première page les spaghettis. C'est assez drôle. Ouais. Donc ça t'a poussé à continuer? On a fait une version avec du fromage à raclette, avec du miel au-dessus d'un toast. Puis en plus, ça restait très longtemps, parce qu'en fait, c'était tellement froid que même une fois qu'on a ramené donc, le bol de pâtes dans la base, on l'a posé sur une table, on allait se déséquiper, on est revenu, la fourchette était encore là. D'accord. Puis nos équipiers sont entrés dans la pièce. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Étonnant. Il peut faire jusqu'en dessous de moins 80 degrés Celsius, le vent en dessous de moins 100 degrés ressenti. Et en même temps que la température, la luminosité va baisser. C'est-à-dire qu'on va passer du jour continu pendant l'été à une période presque normale, mais le soleil va continuer à baisser et puis on va avoir une période qui est très très belle où on a presque une alternance d'aube et d'aurore. Et comme l'atmosphère est très particulière là-bas, ça donne des couleurs et des jeux de lumière qui sont extraordinaires, surtout au-dessus de ce socle blanc de la glace. Mais le soleil va continuer à baisser, puis un jour, en mai, le soleil passe sous l'horizon pour la dernière fois. Et en fait, pendant 3 mois, on ne le verra plus du tout. C'est-à-dire qu'il n'atteindra plus la ligne d'horizon.
Et donc, à cause du froid et à cause de l'obscurité, la base est isolée pendant 9 mois. Donc il fait nuit la plupart du temps. Oui. Alors, en quoi consiste ta mission à toi? Qu'est-ce que tu es censé faire là-dedans? Tous les jours, je sortais. J'avais 2 rôles. J'étais donc glaciologue, donc je faisais des recherches qui étaient liées au réchauffement climatique. Il y a pas mal de choses différentes, mais c'était surtout des recherches là-dessus. J'allais faire des observations météorologiques, faire des analyses sur la neige. J'allais dans un espèce de laboratoire extérieur qui est un conteneur de bateau aménagé pour entretenir des machines qui permettent d'échantillonner les particules dans l'atmosphère, par exemple. Et puis, de temps en temps aussi, je devais faire ce qu'on appelle des puits de neige, donc creuser un trou d'un peu plus d'1 mètre de profondeur, et puis faire des mesures dans la glace à différents niveaux. Donc toi, tu es là dans le cadre du réchauffement climatique. Qu'est-ce que tu observes? Il y a des calottes de glace qui étaient prélevées en profondeur. Et dans ces calottes, on a de l'air qui a été piégé par la neige, en gros, qui est tombée à ce moment-là. En gros, il y a une espèce de capsule d'air piégée dans la glace. Et cet air-là, on peut l'analyser. Et en fait, plus on va profondément, plus on retrouve de l'air qui était dans l'atmosphère il y a longtemps. Et comme on a plus de 3 km de glace, les chercheurs de ce projet ont pu analyser de l'air d'il y a jusqu'à 800 000 ans. Incroyable. Et c'est pour ça qu'on entend parfois que le niveau de CO2 dans l'atmosphère n'a jamais été aussi élevé, au moins dans les 800 000 dernières années. Donc là, quand tu fais ce type de prélèvement dans la neige, je rappelle qu'il y a 3 km, ouais. de neige sous tes pieds. D'ailleurs, ça ressemble à quoi? Enfin, on s'en rend compte qu'il y a 3 km. 3 km, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais en tout cas, c'est une neige qui est très très sèche, parce que c'est un peu paradoxal, mais c'est extrêmement sec là-bas, au point qu'on avait les lèvres qui se fendaient, de la peau qui craquait sur les doigts, etc. Qu'il fallait se mettre énormément de crème hydratante. Et à cause de ça, la neige, en fait, c'est presque du sable, en fait, elle ne s'agglutine pas. On ne peut pas vraiment en faire de boules. Et quand on marche dedans avec les bottes, ça crisse un peu comme du polystyrène. Vous êtes au milieu de nulle part. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident, s'il y a... Eh ben, on a un médecin sur place. J'ai eu un problème de dents, par exemple. C'était au tout début de l'hiver. Je sortais à l'extérieur et puis j'ai senti quelque chose exploser, enfin quelque chose dans ma bouche. En fait, j'ai une molaire qui a explosé. À cause du froid? Ouais, et je m'en suis pas rendu compte sur le moment. J'ai senti quelque chose et puis après, j'avais un caillou sur la langue. Et en fait, c'était un morceau de dent. Oh. Mais notre médecin n'était pas du tout dentiste. Et donc je suis allé le voir, j'ai dit écoute doc, j'ai une molaire qui a explosé, est-ce que tu peux régler ça? Il m'a dit bah écoute, là je peux pas, tout de suite je suis occupé, reviens tout à l'heure. J'ai dit écoute, ça fait des jours que tu fais rien parce que personne n'est malade, tu te fiches de moi. Il fait non, là je fais un truc, c'est important. Bon, j'ai su plus tard qu'en fait il a envoyé un email à un de ses collègues dentistes pour lui demander quoi faire. Ah. Et je suis revenu après, il m'a installé, il a pris une fraise de dentiste, il me l'a mis dans la bouche comme ça pour polir la dent. Et puis en fait la fraise s'est décrochée et s'est retrouvée dans ma gorge. Oh. Je dis, ah pardon, excuse-moi, donc il prend des pinces, il récupère la fraise dans ma gorge, il la remet, tac, il recommence, ça recommence. Il dit bon bah voilà, c'est bon, ferme la bouche. Ah, je peux pas, ma dent faisait 2 cm de trop. Bon du coup bon, il lime la dent, il recommence, etc. À la fin, je peux pas fermer la bouche complètement, mais suffisamment pour articuler et m'alimenter. 1 heure après, la dent saute à nouveau. Donc, il me la reconstruit. Et puis, au fur et à mesure, il s'améliore un peu. Ça commence à tenir une demi-journée, puis une journée. Puis à la fin, il me la refaisait qu'1 fois par mois. Il improvise le métier de dentiste, quoi. C'est ça. Bon, il s'en est bien sorti. Alors après, j'ai une infection de la mâchoire qu'on ne pouvait pas régler sur place. Donc, j'étais un peu enflé là, je mâchais de l'autre côté. Mais on a pu tenir jusqu'à la fin de la mission. Ça t'inquiète pas justement que l'infection dégénère? Bah, c'était un risque, oui. Mais ça t'inquiète pas. Il y a un risque, mais tu te dis pas, ça peut dégénérer. Non, bah, parce que tu as été aussi sélectionné pour ton optimisme. Peut-être, oui. Puis peut-être que je me rendais pas bien compte aussi du risque médical qu'il y avait. Avec le temps. Bon, il y a l'isolement, il y a le confinement, il y a la promiscuité de toujours les mêmes personnes, il y a le froid, il y a le manque d'oxygène. On a à peu près 60% de l'oxygène qu'on a au niveau de la mer et ça fatigue beaucoup. Puis il y a l'obscurité. Et si vous avez tendance à avoir le moral qui baisse en hiver quand les journées sont courtes ou quand le ciel est couvert,
Vous pouvez imaginer ce que c'est de venir déjeuner et puis de voir chaque jour la nuit par la fenêtre. Et tout le monde est affecté dans une certaine mesure. Les gens ont tendance à devenir déprimés ou apathiques ou irritables, souvent une combinaison des trois. Pour certains, c'est assez extrême, pour d'autres, c'est plus subtil, mais tout le monde est affecté dans une certaine mesure. Et toi? Moi, je m'en suis aperçu surtout à la fin, en fait. J'avais pas l'impression que ça me pesait tellement, mais quand la lumière du jour est revenue, quand on a vu le soleil pour la première fois, d'un coup, voilà, qu'en fait, j'avais un poids sur les épaules dont j'avais pas vraiment conscience. C'est comme lorsque le printemps apparaît ici, qu'on a oublié l'effet du soleil sur sa peau, sur son humeur, qu'on se rend compte que là, on a envie de sortir, on a envie d'être léger. Ouais. T'as ressenti ça de manière assez puissante, j'imagine. Ouais, on était tous très heureux ce jour-là, les jours d'après. Ouais. Ça a vraiment fait une grosse différence. L'avion militaire dans lequel j'ai quitté l'Antarctique a été évacué par un avion qui s'appelle un C-130. C'est en gros une espèce de gros avion, on est alignés l'un en face de l'autre sur des bancs, qui a un bruit tellement fort qu'on ne peut pas parler. On a des boules qui pendant tout le trajet. Je me suis endormi tout de suite. T'as mis plus de temps qu'à Hawaï pour t'en remettre? Oui, je pense qu'il faut plus de temps, notamment parce que le manque d'oxygène fatigue beaucoup. Et il faut un moment pour que ça redevienne normal. On a tous été fatigués pendant assez longtemps après. Quand la porte de l'avion s'est ouverte, il y a des gens qui sont arrivés, qui nous ont salués et ils n'avaient pas de gants. Et je me suis dit, c'est bizarre. Et puis j'enlève mon gant et puis je les salue aussi et je sens l'air, mais mes doigts ne gèlent pas. Et c'était très étrange. Et ensuite, voilà, il y avait beaucoup d'odeurs, beaucoup de gens, beaucoup de bruit. On était un peu surstimulés parce qu'on était devenus très sensibles, puisque pendant un an, on n'a pas vu grand-chose. Et c'est vrai que c'est une charge mentale qui est assez forte les premiers jours. Donc ça m'a fait du bien de repartir, de repartir en Australie, qui était sur le chemin. C'est resté en petit comité dans la nature. J'ai rejoint mon frère qui vivait là-bas. On est parti avec un 4x4 et une tente, et pendant 2 mois et demi, on était dans la nature. Ça fait déjà un choc, parce que d'un coup, on voit la mer, on voit des roches, on voit des manchots, il y a un volcan, il y a des gens. Qu'est-ce qu'on pense du monde quand on est absolument isolé? Tu te dis quoi? Que le monde est fou? Bon, ce qui est assez frappant quand on vient, et c'est pas étonnant, c'est la superficialité déjà, et puis la distraction permanente, les préoccupations assez superficielles, les inquiétudes qu'on a qui, vues de loin, paraissent absurdes. Et du complexe aussi, c'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de simplicité dans la façon dont on vivait là-bas, qui me plaisait beaucoup aussi. Et d'un autre côté, on est beaucoup plus affecté par les nouvelles qu'on reçoit. Est-ce que quand tu rentres justement, tu as ce désir ou ce fantasme de changer le monde, d'aider à changer le monde, de changer de regard sur le monde, ou c'est peine perdue? J'ai pas cette prétention-là. Je pense que ce que je peux faire à mon échelle, c'est simplement parler de ces situations-là où les choses sont différentes. Ton rêve de gamin, c'est de découvrir d'autres formes de vie sur d'autres planètes. Est-ce que tout ce que tu fais là, cette mission et celle d'avant à Hawaï, c'est dans ce but-là, un jour, d'aller réellement sur une autre planète, ou est-ce que tu tempères cette motivation-là aujourd'hui? J'aimerais beaucoup. Si on me donnait l'occasion d'aller sur notre planète, j'irais. Pour visiter et faire des recherches. C'est possible, enfin je veux dire, quelqu'un de la NASA peut t'appeler, Elon Musk peut t'appeler en disant c'est bon, je te mets à disposition une petite navette. Ça me surprendrait, parce que la sélection ne se fait pas comme ça. Enfin, c'est une sélection d'astronautes. La NASA sélectionne des Américains. Peut-être qu'un jour il y aura une place pour un Européen, mais ça sera sans doute pas peut-être pas dans la première mission. On ne sait pas quand les missions auront lieu, donc je compte pas dessus. Et même si c'était quand même avec cette idée-là que ça a commencé, je serais heureux de l'avoir fait quoi qu'il arrive. Mais tu n'es pas astronaute, ça veut dire que tu n'es pas entraîné pour ça. Non. Normalement, dans la logique, c'est pas que tu ailles visiter une autre planète. Non, et puis on sait pas... Mais c'est de l'ordre du possible quand même. C'est pas impossible, mais voilà, je sais que la probabilité est faible, parce qu'on ne sait pas quand ça sera, on ne sait pas s'il y aura des places pour des Européens, il y aura énormément de candidats. J'aimerais beaucoup, mais j'aurais pas de regrets si je le fais pas, parce que ce que j'ai fait, je suis heureux de l'avoir fait de toute façon.
C'est ce que tu cherches, toi, dans la vie, vivre des moments absolument uniques et que personne d'autre ne vit. C'est une des choses que je cherche, oui. Et c'est vrai que parfois, l'intensité de ces moments de ma vie me manque. C'est vrai qu'il y a une intensité à la fois à cause du paysage, à cause des gens dont on se rapproche beaucoup. Pourquoi tu as besoin de ça? Une espèce d'adrénaline, d'intensité, de vie hors norme? C'est pas une question de normes, c'est pas que j'ai envie d'avoir une vie différente de celle des autres, c'est qu'on se sent très vivant parfois dans ces missions-là. Quand on est dehors dans la nuit polaire, tout seul, ou quand on va s'isoler dans un dôme sur un volcan avec quelques personnes, il y a une intensité de vie qui est plus difficile à trouver en ville. Et du coup, il y a une espèce de difficulté à vivre la vie normale des gens qui vivent en ville. Je pense que oui. Je pense que c'est parfois difficile d'avoir une vie normale après avoir vécu des moments forts comme ça. Donc tu sens une espèce de descente, comme un petit accès dépressif après ces voyages? Dépressif. Puis j'ai un travail quand même qui me stimule beaucoup. Je dirige un groupe de recherche avec une super équipe et c'est très stimulant intellectuellement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une partie de moi qui a envie de repartir. Tu as l'impression d'être piqué par un virus et tu t'en remettras jamais, c'est irréversible? Sans doute, on verra. Quel est ton prochain projet fou? Une expédition qui ne sera pas statique, qui sera itinérante. C'est encore un peu tôt pour en parler, mais j'espère retrouver cette intensité justement de vie qu'on avait dans ces missions-là. C'est aller passer combien de temps? Ça sera à peu près 2 mois. À peu près 2 mois. Comment tu finances une expédition qui n'est pas scientifique, justement? Eh ben, on cherchera des sponsors. D'accord. Donc, s'il y a des sponsors qui sont intéressés... Ça sera normalement pour mi-avril 2027. D'accord. Et bien sûr, si des sponsors sont intéressés, qu'ils n'hésitent surtout pas à me contacter. À te contacter, à nous contacter. On transmettra. On te souhaite bonne chance pour cette expédition-là. Merci de vivre beaucoup. encore plein de choses intenses. Merci beaucoup parce qu'à travers ton expérience et tes mots, tu parles bien. Avec beaucoup de recul sur ce que tu as vécu, tu nous fais voyager dans un autre espace-temps quasiment et tu nous apprends beaucoup de choses. Merci à toi pour tout ça, Cyprien. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et on se revoit après la prochaine expédition. Très bien, avec plaisir. Ok, super. Une dernière chose.